Hello, c'est Camille, bienvenue dans notre 5 à 7 RH. Ici, et comme à chaque épisode, on parle du meilleur comme du pire, du monde de l'entreprise. Mais pour le faire, je ne serai pas toute seule. J'ai aussi à mes côtés des invités qui vont partager avec vous leurs connaissances afin de vous apporter des outils pratiques et concrets que vous pourrez utiliser dans le monde du travail. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un sujet qui est souvent traité chez le groupe conseil Perrier, l'entreprise pour laquelle je travaille. Et ce sujet, c'est évidemment la santé et la sécurité au travail. Il faut savoir que toutes les 6 minutes, il se produit un accident du travail. On a souvent l'impression d'ailleurs que ça n'arrive qu'aux autres, mais je vous assure, un accident du travail peut se produire n'importe où, n'importe quand et toucher n'importe qui. Et en tant qu'employeur ou travailleur, vous avez un rôle à jouer dans la prévention des accidents du travail. On a tous un rôle à jouer. Et pour vous transmettre ces messages, j'accueille aujourd'hui Marie-Noëlle Coup. Elle a créé son entreprise il y a 1 an et elle a à cœur d'apporter une différence dans le milieu de la santé et de la sécurité au travail. Marie-Noëlle, c'est une boule d'énergie authentique et qui va vous faire aimer la santé et la sécurité au travail. Vous allez voir que dans l'épisode, on a parlé de sujets un peu délicats, d'accidents graves, voire même mortels, mais le but n'est pas de vous faire peur, mais plutôt de vous sensibiliser à la prévention. Et si l'épisode vous a touché, allez faire un tour sur Apple Podcasts, sur Spotify ou YouTube et allez vous abonner, mettre des commentaires et des 5 étoiles, c'est ce qui m'aide et qui m'encourage le plus à continuer. Allez, je m'arrête là et je vous laisse avec la pétillante Marie-Noëlle Coup. Bonne écoute! Bonjour Marie-Noëlle, bienvenue dans le podcast. Je suis vraiment contente que tu sois là ce matin avec moi. Et d'ailleurs, tiens, on va commencer par là. Comment est-ce que tu te sens, toi, ce matin? Je me sens super bien. Je suis vraiment contente de commencer ma journée avec toi. On est vendredi, le week-end arrive, donc tout va pour le mieux. Ah, ça c'est bien. Et j'ai un petit secret que j'ai découvert sur toi. Oh là T'inquiète là! pas. J'ai vu, mais rien d'inquiétant. J'ai lu comme quoi tu faisais beaucoup de CrossFit. C'était ce qui faisait en sorte que tu étais comme vraiment bien, qui te maintient en santé mentale, en santé physique, et tu en avais réellement besoin. Là, j'avais lu ça un peu entre les lignes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette passion, justement? Est-ce que tu en as fait ce matin, tiens, avant de nous rejoindre? En fait, tu fais des très, très, très bonnes recherches. Je confirme que je suis une passionnée vendue au CrossFit. Écoute, depuis maintenant déjà 6 ans, ça va très, très, très vite. Et puis, la passion de la journée 1 et 6 ans plus tard, elle est toujours là et je me croise les doigts. Je veux en faire le plus longtemps possible. C'est une nécessité pour moi. Autant, là, c'est rendu vraiment un besoin pour ma santé. Oui, pour ma santé physique, mais ma santé mentale aussi. Puis, plus les années évoluent, je vois que mon besoin de départ, on va se le dire, là, au début, quand j'ai commencé, là, je voulais perdre du poids. Là, c'était ça mon objectif premier. Et puis, plus j'en ai fait, oui, je l'ai atteint. Puis maintenant, mon objectif, ça a évolué. C'est ma santé mentale. Quand j'ai des grosses journées, quand ça va pas bien, quand mon cerveau est à veille d'exploser, bon, Marie-Noëlle, je m'en vais au CrossFit. Puis c'est là où tout se met à zéro. Puis je ressors de là boosté. C'est comme un grand boost que ça me donne. Donc, Mais ça, c'est bien ce que tu me dis aussi, tu sais, parce que souvent on dit, ah, mais prenez soin de votre santé mentale, il faut aussi dormir, il faut prendre soin de soi, etc. Mais aussi, ça passe beaucoup aussi par le sport, et le sport est super important. Donc, je comprends cet équilibre-là que tu partages avec nous. Mais est-ce que tu aurais, tiens, regarde, est-ce que tu aurais un conseil? Parce que moi, je me dis toujours, des fois, tu as envie d'y aller, puis tu sais, tu t'inscris un peu à la salle, puis au final, tu vas plus au bout de 2 mois ou 3 mois, puis tu abandonnes, ou tu commences à faire quelque chose et puis t'arrêtes. Qu'est-ce qui te donne envie d'aller quand même plus loin et de pas t'arrêter et de dire, OK, je vais quand même y aller là? ben, en fait, je l'ai eu ce problème-là, moi aussi, là, dans ma vie. Ça m'est arrivé plein de fois de m'inscrire au mois de janvier au gym, puis finalement, après 3, 4 séances, j'y retournais plus jamais au gym. Puis, avec le CrossFit, la différence, c'est que j'ai trouvé mon sport, j'ai trouvé ce que j'aimais faire. Puis là, on parle de gym, là, mais ça peut être tellement, ça peut être du vélo, du patin à roues alignées, ça peut être de la natation, ça peut être plein d'autres choses. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que être dans un gym toute seule avec mes écouteurs,
j'aimais pas ça. Ben, d'un, je savais pas quoi faire. je regardais les machines, puis là, je les analysais. Bon, comment on est supposé d'utiliser ça, puis j'avais peur d'avoir l'air d'une folle aussi, de pas m'en servir comme pas. Et puis, T'es pas la seule, t'en fais pas là-dessus, on est beaucoup, je pense. Et puis, non, mais en fait, je trouvais que c'était important, tu sais, d'en parler un peu parce que en ce moment, avec le Covid, on est en télétravail. Je vais avouer quelque chose que j'ai jamais dit jusqu'à maintenant, donc très personnel sur ma vie, mais j'ai pris comme 10 kilos, donc c'est à peu près 20 livres là, depuis le début de la pandémie et je me sens mais juste pas bien et juste, et je trouve maintenant, tu sais, parce que je travaille moi en santé mentale, tu vois, puis je me dis, on n'arrête pas de parler de ça, mais c'est aussi super important, la santé physique, d'entretenir ça. Donc je me dis, OK, il fallait que je te fasse parler là-dessus, de dire à quel point c'est là aussi ton équilibre, il peut être là. T'es pas la seule. Moi Ouais. aussi, j'en ai pris du poids durant la COVID et tout ça. Puis moi, je le vois, les impacts. En fait, je me sens moins bien. Là, je suis comme, Ouais, c'est ça. ballon. Et puis là, j'ai fait comme, puis juste tantôt, juste avant notre entrevue, j'ai fait, oh my God, quelle chemise me fait encore. C'est vraiment, c'est quelle chemise, quel veston me fait encore. Puis, des fois, on a tendance à dire que, on s'entraîne pour le gym vraiment pour l'apparence, mais en fait, non, ça vient vraiment jouer sur ta confiance en toi, qu'est-ce que tu dégages, puis quand tu n'es pas bien dans ta peau, ça se reflète dans ton discours, de la façon que tu parles, la façon que tu t'adresses, juste ta posture, tout, ça a vraiment des impacts. Puis oui, tu sais, je l'ai dit tantôt au début, je le faisais vraiment pour le physique parce que je voulais perdre du poids, puis maintenant, c'est rendu un besoin pour ma santé mentale. Puis j'essaie autant que possible, quand je travaille de la maison, de couper mes journées. Donc, je commence un peu à travailler le matin, puis sur l'heure du midi, je vais au gym ou bien quand on pouvait y aller. Sinon, je sors mes entraînements, puis j'essaie vraiment de couper mes journées pour ne pas être en 8 heures à travailler puis sans bouger. C'est la pire chose à faire. Puis je les ai faites toutes ces erreurs-là. Mais on apprend de nos erreurs. C'est ça. Mais justement, pour ceux qui nous écoutent là et qui sont en télétravail, comme nous aussi, là, oui. essayez, levez-vous, juste allez marcher. C'est super important. Si t'es pas motivé tout de suite à aller faire du sport, parce que je comprends que se motiver, ça peut être difficile, mais juste au moins se lever de sa chaise et aller marcher. 15 minutes, 20 minutes au moins, au minimum, là, ça fait du bien. Et Oui, exactement. Souvent, les gens me disent, là, Marie, je suis dans le jeu, j'ai pas le temps. Puis je dis, oui, mais c'est juste 15 minutes. On dit, non, le 15 minutes va me retarder. Puis moi, je fais souvent l'analogie de deux bûcherons qui essayent de couper un arbre, les deux en même temps. Puis il y en a un qui force, puis qui force, puis qui force, puis qui travaille super longtemps. Il prend pas de pause, il prend pas de break. Et tu as l'autre bûcheron que lui, il prend une pause. Puis qu'est-ce qu'il a fait? C'est, il a pris sa hache, puis il est allé affûter sa lame. Fait qu'après ça, là, c'est comme un nouveau départ. Puis finalement, il a fini par couper son arbre beaucoup plus vite que l'autre qui essayait, là, puis de toute son âme, de toutes ses forces à essayer de couper l'arbre, mais il prenait pas de pause, puis il n'a pas réfléchi, peut-être que mon corps a besoin de se reposer et tout ça. Puis quand on n'a pas le temps, moi, ce que je dis aux gens, c'est on fait tellement de meetings maintenant en Zoom et tout ça. Il n'y a rien qui t'empêche de. Moi, j'amène mon téléphone, mes écouteurs, puis j'ai des rencontres en marchant dans la rue, sur le trottoir. Je fais mes rencontres. Ça, c'est un bon. Ouais. Oui, ça, c'est vraiment comme ça, tu as moins le sentiment que, tu sais, y a-t-il des choses que je vais retarder dans mes dossiers, dans mon travail? Ben non, tu as fait tes meetings quand même, donc ça a bien été. Et sinon, moi, ce que je fais, c'est que au lieu de rester assis pendant 8 heures de temps, je travaille debout avec mon ordinateur et c'est pas compliqué. Des fois, on dit, il faut s'acheter une table élévatrice et tout ça. Moi, je prends mon laptop là, puis je m'en vais sur mon comptoir de cuisine. Puis je fais alternance. On est deux, Marie-Noël. On est deux. Ça va super bien, puis je sens que mon corps me dit merci parce que le corps n'est pas fait pour rester assis 8 heures de temps. Non, vraiment pas, vraiment. Mais merci de nous avoir partagé tout ça. Je trouve que c'est super important. Et tu sais, en parlant, là, on a beaucoup parlé de sport, mais je sais que tu as une deuxième passion aussi. Un de nos sujets, le sujet principal qu'on va aussi aborder aujourd'hui, c'est la santé et la sécurité au travail. Mais avant d'aller un peu plus profondément dans le sujet, je voulais en apprendre. Qu'est-ce qui t'a amené à être dans ce milieu-là, qui n'est pas toujours si commun que ça en réalité. Donc, nous expliquer un peu ce qui t'a amené à là. En fait, on va reculer vraiment il y a très, 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 très longtemps. Allons-y. En fait,
quand j'ai fini le secondaire, je suis allée au cégep. J'ai fait comme plusieurs tests, ça a marché, ça n'a pas marché. J'ai retourné aux études. Je suis allée m'inscrire au cégep. J'ai fait un DEC en sciences humaines. Écoute, j'étais à un moment de ma vie où je ne savais pas quoi faire. Et puis, un jour, un de mes amis me dit « Ah, Marie, je m'inscris à un cours qui s'appelle Montage et structure d'aéronefs. » Faut que tu nous expliques. Oh, oui, ben, moi, c'est exactement ça le réflexe que j'ai eu. J'ai fait, ben, c'est quoi ça? Ça mange quoi en hiver? Qu'est-ce que ça a fait? Il m'a dit, je vais construire des avions. Et là, moi, là, j'ai fait comme, wow, construire des avions! C'est bien hot, ça! Puis, tu sais, moi, un avion, déjà là, en partant, je trouve ça beau, je trouve ça prestigieux, je trouve ça imposant, je trouve ça... C'est tout un appareil. Et puis, j'ai fait comme, quand est-ce que tu t'inscris? Je m'inscris en même temps que toi. Ça a été là vraiment comme ça. Et puis, j'ai fait mon cours de montage en structure d'aéronef et j'ai travaillé dans une très grande entreprise en aéronautique. Et c'est là où les petites graines en santé et sécurité ont commencé. Veux pas, je voyais qu'on parlait de santé et sécurité dans l'organisation, je voyais qu'il y avait des règles de sécurité. On m'a demandé de faire partie du comité de santé et sécurité aussi. Et aussi, un jour, il y a eu un projet, en fait, l'entreprise avait des problèmes de troubles musculo-squelettiques et puis ils m'ont Est-ce que dit tu peux maintenant, juste expliquer pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi les troubles musculo-squelettiques? oui, c'est vrai. Ouais. Ça a l'air, je le dis tout le temps, puis j'oublie Non, mais de l'expliquer. En fait, c'est vraiment tout. Moi, j'appelle ça des blessures qu'on ne voit pas à l'œil. Tu sais, pour vraiment le comprendre, quelqu'un qui tombe d'une échelle, se casse un bras, une jambe, on va voir qu'il y a un attelle, on va voir qu'on est capable de voir dans la radiographie qu'il y a une fracture. C'est visible à l'œil. Tandis que les troubles musculo-squelettiques, souvent, les TMS qu'on appelle, c'est qu'on ne les voit pas à l'œil. Si tu ne me le dis pas que tu as mal au dos, que tu as mal au coude ou que tu as mal au poignet, ben je ne le sais pas. Donc, c'est tout ce qu'on entend, là, les hits, là, les bursites, les tendinites, les entorses dorsales, lombaires et tout ça, ben, ça fait partie des troubles musculo-squelettiques et cette entreprise-là avait ce problème-là. Et une approche qu'ils ont eue, c'est de dire aux employés, bien, avant de commencer votre travail, parce qu'ils utilisaient beaucoup de presse-drill, des visseuses, des perceuses, ils disaient, bien, étirez-vous, étirez vos bras, vos poignets. Et ils m'ont dit, Marinelle, veux-tu animer ces séances-là? Et fait, j'ai dit, ben, dans le temps, je on faisais retrouve le sport et tout en plus. Hein. On revient. C'est ça, mais en fait, ils savaient que je faisais du sport, puis dans le temps, je faisais de l'aérobie, puis j'en parlais, puis j'étais reconnue pour ça, puis on dit, OK, Marie, ben, vu que tu aimes ça, ben, viens faire des petites séances le matin, là, à 7 heures avant de partir le corps de travail, ben, juste faire des moments d'étirement. Puis j'ai fait ça un temps, puis ça avait fonctionné, les gens avaient apprécié, puis c'est là où je me suis posé la question, ah, ben, il arrive quoi à un employé qui a des douleurs quand il a mal, quand il a un accident, quand il ne se sent pas bien au travail ou que c'est son travail qui le rend malade? Qu'est-ce qui arrive? Puis je me suis posée. Puis aussi, j'avais un collègue de travail où il y avait eu, je crois que c'était un ergonome qui était venu évaluer son poste de travail. Donc, il y a vraiment, avec un chronomètre, écrit, OK, quel mouvement du corps, combien de temps qu'il fait, c'est quoi les pauses, est-ce qu'il y a des mouvements contraignants? Et puis, moi, pendant que l'ergonome travaillait, moi, je ne travaillais plus, là. Moi, je le regardais. Je prends des notes, j'enregistre. Je prends. Moi, je le regardais, puis j'étais comme, ah, tu sais, puis je posais des questions, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu fais ça? Puis là, il m'expliquait aussi, ben ton corps, quand tu le mets de telle façon, quand tu fais telle position, ben c'est moins demandant, puis quand tu le fais de telle façon, c'est plus demandant. Puis là, j'ai fait comme, c'est bien donc intéressant. Et c'est là où la graine a commencé, la graine santé et sécurité a commencé à germer, puis j'ai dit, OK, moi, je m'en vais, je quitte cette entreprise-là pour retourner sur les bancs d'école. Et j'ai fait plusieurs spécialisations. En fait, j'ai fait un bac par cumul. Et puis, j'ai fait relations industrielles, santé, sécurité et gestion des ressources humaines. Okay. Et moi, ça a été une révélation dans mes cours de santé et sécurité
quand le prof parlait, j'en mangeais, puis je prenais plein de notes, puis je voulais jamais que ça finisse. Puis quand il y a des fois le cours, j'avais eu des cours de soir de 19h à 22h, et là, tout le monde veut s'en aller, là, rendu à 22h, puis là, moi, je suis là, non, je veux pas que ça finisse, puis là, j'allais voir. J'en veux encore! J'en veux encore, puis moi, je voyais bien que le prof, là, il était 10h, là, il avait le goût de s'en aller, lui aussi. Mais tout ce qui est aspect loi, réglementation, comment qu'on l'applique, puis il y a beaucoup des études de cas à l'université, puis on avait des chargés de cours qui avaient beaucoup d'expérience, qui nous amenaient directement des cas vécus dans des vraies entreprises, des vraies situations. Moi, j'ai trouvé ça, wow, j'ai fait, OK, c'est vraiment ça que je veux faire, puis c'est comme ça que ça a commencé. Oh, bien. Et là, justement, parce que tu sais, tu me dis que tu aimes apprendre tout ça, et puis j'ai vu aussi sur ton profil que non seulement tu aimes apprendre, mais tu aimes aussi comme restituer tout ton savoir. Et à un moment donné, tu as écrit « Je démocratise la SST ». Donc, pourquoi, d'après toi, il faut démocratiser donc la santé et la sécurité au travail? Pourquoi c'est important de le faire? En fait, ça vient vraiment... en fait, j'aime beaucoup la santé-sécurité. C'est une passion pour moi. J'aime ça d'en parler. Et des fois, je me rends compte que mon interlocuteur, il a pas le même intérêt que moi, mais je le comprends à 100%. Puis moi, mon travail, c'est de faire, ben OK, il trouve ça pénible, il trouve ça long, il trouve pas ça intéressant. Mais pourquoi? Tu sais, j'aime ça aller en profondeur. Puis moi, souvent, là, je le dis quand je rencontre mes clients, puis je dis, tu sais, c'est tellement fun de faire des analyses de risques, faire des enquêtes d'accidents, faire des projets. Puis là, ils me regardent là, avec des gros yeux, puis ils disent, OK, elle, là, elle vient vraiment d'une autre planète. Surtout les enquêtes d'accident. Habituellement, là, les personnes sont là, genre, ah non, pas une enquête, là. Oui, effectivement. Puis moi, je le dis, tu sais, c'est comme le challenge, je dis, je te le dis, quand je vais avoir fini mon mandat avec toi, tu vas en manger de la santé et sécurité. Puis dans mon travail, je veux que ça soit le fun. Je veux qu'on parle positivement de la santé et sécurité. Je veux que, parce que ça a tellement d'avantages favorables dans une entreprise. Puis pas juste pour, tu sais, oui, pour l'organisation, mais au niveau des employés aussi, plus qu'on le gère, plus qu'on s'en occupe, ça n'a que des retombées positives. Il y a rien de négatif là-dedans. Et des fois, c'est les perceptions des gens. Ils vont dire, ce que j'entends souvent là, depuis 10-12 ans, c'est la santé et sécurité, ça ralentit la production. Ça coûte cher, la santé et sécurité. Ça change nos méthodes de travail. Les gens n'aiment pas ça, le changement. Puis la santé et sécurité, c'est de la gestion de changement. Tu sais, aussi, là, c'est beaucoup de ça. Et puis moi, quand je dis je démocratise, ben, j'essaie juste de leur dire, ben, c'est pas si compliqué que ça. C'est les yeux, il faut juste voir s'ils ont un angle, une vision. Puis moi, je suis là, car regarde l'autre angle. Il y a d'autres choses de beau aussi. Puis tu vas aimer ça plus que je vais t'en parler, plus qu'on va collaborer, plus qu'on va collaborer ensemble. Puis je vais te faire voir un autre côté de la santé et sécurité. Puis tranquillement, ben, tu sais, moi, je vois un peu mon travail, c'est je sème des petites graines. Puis aussi, la perception des gens, on ne peut pas la changer non plus. Là. Je ne peux pas leur dire, c'est leur opinion, ça leur appartient. Par contre, moi, dans mon rôle, j'essaie juste de dire que je suis comme comment qu'on appelle ça, le juge entre l'avocat du diable, en fait. L'avocat du diable. Oui, et puis le juge, là. Voyons donc, c'est quoi l'expression qu'on dit, donc? Ça dépend ce que tu veux dire, parce que je ne sais pas ce que tu veux dire. L'avocat du diable, ça se tient. Une expression Oui, avec un un... juge. Ben, moi, je suis comme entre l'arbre et l'écorce. Tu sais, quand les gens disent que c'est long, la santé et sécurité, puis là, ma prod ne va pas sortir, mes unités d'affaires, ma ligne de production, puis ça va y avoir plein d'enfants, puis au lieu d'avoir un employé, ça va m'en coûter 3 et tout ça, ben moi, je fais juste dire, on va prendre ta situation, on va l'analyser, on va la regarder ensemble, puis on va se faire des propositions, on va travailler ensemble pour que finalement, ben, les gens vont travailler de façon sécuritairement, mais aussi, ça n'affectera pas ta production, ça n'affectera pas tant que ton budget. Donc, j'essaie juste de voir l'autre côté de la médaille, puis c'est là, ben, après ça, ben, c'est eux autres, ils vont faire leur chemin, leur petit bout de chemin aussi, puis on entend beaucoup parler de la santé et sécurité maintenant, c'est de plus en plus
mise en valeur dans les organisations. Honnêtement, je te dirais que quand j'ai commencé, quand je suis sortie de l'école, on n'entendait pas parler beaucoup ou pas de la même façon. Je te dirais qu'on s'était perçu négativement. J'entendais, écoute, toutes les phrases, je les ai entendues. Et puis, aujourd'hui, dans les milieux de travail, c'est commun. Tu sais, ça fait partie des piliers organisationnels. On a le traditionnel production, qualité, finances, ressources humaines et tout ça. Puis là, la santé et sécurité, là, il y a sa place là, maintenant. Là. Et surtout, je vais faire un peu de push aussi sur ce que tu dis, c'est que des fois on se dit, ah ben santé sécurité, ça concerne que les mines, les manufactures, ou des fois le milieu pharmaceutique, mais ça concerne beaucoup plus large que ça, tu sais. Parce que je veux juste faire le point là-dessus à ceux qui nous écoutent, parce que ça va pas être que des personnes en santé sécurité, mais que ça les concerne eux aussi, et puis qu'importe le secteur dans lequel on est. Et parce que souvent on se dit, non, c'est que santé sécurité, c'est les gens des chantiers, tu sais. Ça va être un peu ça, là. Oui, oui, beaucoup de personnes ont cette perception-là. Et souvent, les gens pensent que la santé et sécurité, c'est porter des bottes de sécurité puis des... Oui, c'est ça. Et là, moi, je suis là, mais non, la santé et sécurité, c'est beaucoup plus que ça. Puis effectivement, c'est pas juste les gens de construction. Moi, je dis même une réceptionniste dans une organisation, sa santé et sécurité, c'est important. Son poste de travail doit être organisé, puis elle doit savoir aussi s'il y a une alarme de feu, qu'est-ce qu'elle doit faire. C'est toutes des choses qu'elle doit aussi connaître, puis si elle peut se blesser aussi, elle peut marcher dans un corridor, puis là, elle tombe, bon, c'est quoi la politique dans l'organisation qu'on a un accident de travail? Donc, ça concerne vraiment tout le monde. Il n'y a pas de poste. Oui, il y a des postes que tu es moins à risque. On s'entend qu'une réceptionniste a beaucoup moins de chances de se blesser qu'une personne qui travaille dans une usine puis qui est en train d'assembler, qui utilise des outils. Oui, il y a ça. Moi, je parle beaucoup de la culture aussi en santé et sécurité, mais c'est chacun doit faire sa part. Ça ne marche pas une culture si c'est juste ton gestionnaire, ton patron qui parle de la santé et sécurité, puis les employés, les autres, n'en parlent pas, ne sont pas réceptifs ou ne sont pas ouverts. Ça ne marchera pas. Donc, la culture, c'est vraiment l'ensemble des comportements des gens dans une entreprise. C'est comment qu'eux parlent de santé et sécurité? Est-ce qu'ils en parlent positivement, négativement? Puis ça, c'est des... Quand je rentre quand je vais dans des organisations, moi, je m'en vais directement aux sources. Moi, je m'en vais voir les employés. Puis, tu sais, c'est comme... c'est là où tu as toutes les informations là, qui vont te remonter. C'est de la culture pour essayer de l'évaluer. Tu sais, je me dis, OK, est-ce que les gens en parlent positivement? Est-ce que les gens sont intéressés? Est-ce que les gens m'en parlent aussi à moi? Puis c'est quoi leur comportement face à une situation dangereuse? Est-ce qu'ils disent, ah, ben là, c'est pas grave, c'est pas dans mon département, c'est pas moi son gestionnaire, fait que et ça sera quelqu'un d'autre? Ou bien non, ils en parlent, puis tout le monde met la main à la pâte. C'est super intéressant parce que chaque entreprise, c'est différent. Il y en a qui sont super matures, puis que moi, des fois, je suis super impressionnée quand je rentre dans une organisation, puis il dit « Bonjour, Marinelle Cou, voici une vidéo, les règles de sécurité, on me lise, on me le fait signer, on me donne des lunettes, on me donne un dossard, puis on me dit, tu sais, quand tu vas aller dans l'usine, il faut vraiment que tu marches dans les lignes, dans les corridors de piétons. » Puis là, moi, je suis comme « Inquiète-toi pas de... » Ou à l'inverse, tu peux avoir complètement l'opposé. C'est comme, tu viens visiter, puis c'est comme, rentre comme tu veux, fais ce que tu veux. Puis là, je suis comme, OK, tu sais, la culture est différente. Mais c'est là où que moi, mon travail rentre en compte que, tu sais, j'essaie un peu tranquillement de les faire évoluer pour qu'éventuellement, ils atteignent vraiment une maturité où ce que tout le monde parle de santé et sécurité, puis que ça leur ait des retombées bénéfiques pour tout le monde. Mais justement, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent non, mais là, je le fais parce que c'est un peu obligatoire, mais en réalité, ça fait vraiment perdre trop de temps là, donc on le fait vite fait et puis après, part et puis voilà. Parce que je pense que tu dois avoir des fois des réactions comme ça. J'en ai tout le temps, puis c'est mes questions préférées. C'est mes personnes préférées. Quand les gens arrivent et me posent des questions, je fais tu m'as tombé sur le jeu. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser à une expérience où dans une organisation, j'ai implanté une procédure de cadenassage. Donc, dès qu'on se met à risque dans des zones dangereuses, il y a dans la réglementation, il y a tout un protocole qui rentre en compte, puis les gens doivent se cadenasser pour éviter de se faire écraser, frapper par une machine et tout ça. Et quand je l'ai implanté, les gens m'ont dit, parce que là, je dis, OK, maintenant, quand vous allez nettoyer, changer une mèche, affûter vos lampes et tout, vous allez devoir cadenasser.
Et c'était une chose que l'entreprise ne faisait pas. Attends, Et excuse-moi, je fais juste une petite parenthèse parce que le cadenassage, c'est pas commun dans d'autres métiers. Juste expliquer un peu ce que c'est et puis après on continue. oui, ben oui. Là, je m'en Merci. vais dans le trait technique. En fait, qu'est-ce qu'elle dit, la réglementation? C'est quand tu es Mhm. exposé à une zone dangereuse. Puis les zones dangereuses, là, tu peux te faire couper, frapper, coincer, happer, squeezer dans une machine parce que les machines, ils bougent, là, tu sais. Ouais. Puis si tu rentres dedans puis la machine est en marche, ben il y a des choses dangereuses qui peuvent arriver. Fait que la réglementation dit que tu dois tout couper les énergies. Donc, ça peut être de l'électricité, ça peut être l'air comprimé, ça peut être mettre des poutrelles en dessous d'une table pour éviter qu'elle baisse. Donc, il y a plusieurs les sources d'énergie, il faut les couper, les mettre à zéro. En fait, il faudrait que la machine, elle ne marche plus. Il ne faut plus qu'elle fonctionne d'une façon ou d'une autre. Et un coup que tu as coupé toutes les énergies, ben, l'employé a un cadenas à cléage unique, c'est-à-dire que seulement lui qui a la clé, il n'y a pas d'autre clé qui peut ouvrir ce cadenas-là, en fait. Et puis, il met ça sur les machines. Donc, même si toi, tu essaies de mettre le courant, mais tu ne pourras pas parce que le cadenas est là. Donc, c'est comme une protection pour l'employé. Il peut aller rentrer dans la zone dangereuse sans craindre qu'il y ait un collègue de travail qui part accidentellement ou un défaut sur la machine. Ça peut être un bris de la machine aussi, mais il n'y aura rien qui se passe. Donc, cette procédure-là, moi, je l'ai implantée. C'était-tu plus clair? Ah oui, c'était carrément. Là, je pense que tout le monde va le comprendre. Là. Mais c'est pour ça, je vais prendre, tu sais, parce que je sais qu'en santé et sécurité, il y a énormément de termes qui sont liés vraiment à ce secteur-là, mais qui sont pas connus par les autres. Donc, comme ça, au moins, on se fait des petites pauses comme ça, d'explications. Et puis, tu expliques vraiment super bien. Donc, on continue comme ça. C'est super. Merci. Donc, l'entreprise n'appliquait pas complètement, selon la réglementation, les procédures de cadenassage. Et quand j'ai implanté cette procédure-là, j'ai dit, bon, à partir de maintenant, voici la procédure, voici comment vous allez travailler, quand vous allez changer des lames, quand vous allez changer des mèches, quand vous allez faire le ménage à l'intérieur de la machine, parce que les gens sont tous exposés dans des zones dangereuses, vous allez cadenasser. Et là, je vais te dire que ça a fait comme un tonnerre là, dans l'organisation, puis pas juste au niveau des employés. Je te dirais vraiment, tu sais, dans l'organisation au complet, tu sais, la direction, fait comme, parce que quand on canasse, on arrête la production en quelque sorte pour faire la job. Puis là, les gens, ils m'ont dit, ben non, Marinelle, ça n'a pas de bon sens, là. On va être tout le temps en train d'arrêter nos machines. Ça va prendre ben trop de temps. Repartir la machine, aller mettre le cadenas, faire ton test de démarrage. Parce qu'un coup que tu mets tous tes cadenas, tu coupes tes énergies, il faut que tu ailles peser sur la machine pour faire un test si ça part ou pas. Il faut valider l'information, en fait. Et puis, souvent, le bouton de départ était vraiment plus loin que la zone de travail. Donc, autant les employés, chefs d'équipe, gestionnaires, ils m'ont regardé avec des gros yeux, puis ils disent, ça n'a pas d'allure, tu sais. Puis là, mais, moi, je dis, ben non, ça ne prendra pas plus de temps. C'est vraiment, c'est ta façon de travailler qui va changer. C'est ta méthode de travail. Avant, tu faisais la méthode ABC, ben maintenant, tu vas faire CAB. Si c'est le même temps, c'est juste pas dans le même mode. Puis, là, au début, c'est sûr que ça a été difficile, tu sais, parce que moi, je leur montrais, on les a formés, puis après ça, ben moi, mon rôle, c'était de faire des audits, faire des check-ups, tu sais, OK, est-ce que les gens canassent? Là, les gens oublient, OK, tu sais, c'est nouveau, des fois, ça peut arriver. Mais après, je te dirais, 5-6 mois, là, on n'entendait plus parler, là. Il n'y a plus personne qui me dit, Marinelle, c'est peine trop long, ça n'a pas d'allure. Puis le pire, c'est que moi, je le dis en plus, vous travaillez plus sécuritairement, puis ça n'a aucun impact sur votre production. Ça ne change rien, c'est juste la façon que vous travaillez. Donc, ils l'ont vécu, l'expérience, puis ils ont fait comme, ouais, finalement, c'est pas fou ce qu'elle dit. Puis, tu sais, je leur dis, c'est pas vous, là, parce qu'on va s'entendre. Des fois, les gens, on pense très, puis je les comprends, là, on va se le dire, une business, tu sais, une entreprise est là pour faire de la business. Ouais, ça, complètement. je le comprends. Puis moi, mon rôle, c'est vraiment de, oui, faire de la santé et sécurité, puis maintenir les opérations. Puis je m'en voudrais, moi, d'enfreindre, de mettre un enfrein à la production, parce que je trouve qu'il y a toujours une solution, il y a toujours un entre-deux, il y a toujours, je dis souvent, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y en a pas de problème.
C'est Ça, ça, je le dis j'aime souvent. bien cette phrase. Oui, oui, je le dis souvent. Puis quand les gens m'amènent des problématiques, je dis OK, tu sais, voici telle problématique. T'en as-tu des solutions? T'as-tu des pistes? Puis en fait, c'est juste pour les amener à réfléchir un peu, tu sais, qui arrivent aussi avec une petite piste de solution. Mais ça, je trouve ça top parce qu'en fait, tu les rends plus autonomes, tu les impliques dedans. Et puis, je me dis, c'est pas comme si que t'arrivais, tu sais, comme avec des gros sabots et dire, OK, maintenant, ça va être comme ça. Je pense que si tu fais ça, c'est sûr, ça fonctionne pas. Là, Mais, les gens vont être comme plus réticents. Alors que là, tu sais, comme tu les amènes avec toi, tu les rends plus autonomes et puis hop, on y va. ben, c'est ça aussi. Quand j'étais préventionniste en entreprise, moi, je leur disais tout le temps comme la solution, là, c'est pas Marie-Noël qui disait. Moi, je leur disais aux employés, je dis, vous êtes 40 heures par semaine à votre poste de travail, vous le connaissez mieux que quiconque. C'est pas Marie-Noël qui va connaître la meilleure méthode de travail. Oui, moi, je suis là pour les challenger, leur poser des questions, surveiller que, OK, la réglementation est respectée. Mais c'est eux autres qui sont les personnes les plus proches de la solution. C'est vraiment eux autres. Puis c'est la même chose dans les comités de santé et de sécurité. On m'amenait beaucoup de. Ça, malheureusement, les comités de santé et de sécurité ont souvent mauvaise presse. Puis moi, c'est un des mandats que je me donne. Il faut que ça soit le fun des comités de santé et de sécurité. Il faut qu'on sorte de là. Il faut que les gens, là, puis je l'ai dit récemment à un de mes clients, c'est comme quand tu sais là, que tu as un comité dans ton agenda là, qui s'en vient dans 2 ou 3 semaines, là, la réaction que tu dois avoir, là, c'est yes, j'ai un comité et j'ai hâte. Là, il me regardait, il disait oh, boy, je suis sceptique. On va travailler ensemble. Il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit dynamique. Puis c'est comme ça que moi, ma propagation de ma culture en santé et sécurité, de ma vision, de ma passion, de comment je veux le transmettre, c'est que c'est le fun, la santé et sécurité. Il faut juste changer peut-être des façons de travailler, quelques stratégies aussi. Donc, c'est important. Complètement, complètement. Et là, parce qu'en fait, le sujet de la santé et sécurité est super vaste. Mais Oui. toutes les deux, en fait, il y a un sujet en particulier sur lequel on s'est dit, OK, il faut qu'on traite de ça, mais pour dire réellement la vérité, hein, c'est ce sujet-là, il vient pas de moi, il vient de toi. C'est toi qui m'as proposé de parler, en fait, de l'impact des accidents sur les personnes, sur la famille, sur l'entreprise, sur la personne qui a été victime de cet accident-là. Et je pouvais que dire oui à ta proposition, là, c'était sûr, parce que, tu sais, enfin, l'objectif de ce podcast, c'est aussi de sensibiliser, de casser les idées reçues. Et en fait, avec ce sujet-là, c'est ce qu'on va faire. Là, je ne sais pas encore comment elle va Oui. se dérouler notre conversation, mais je suis sûre que c'est ce qu'on va faire. Parce que surtout, tu sais, je me suis dit, il y a beaucoup d'employeurs et de salariés qui croient qu'en fait, il y a très peu de risques d'accident dans le milieu de travail. On se dit souvent, de toute façon, ça arrive qu'aux autres. Et puis, ça, c'est une des premières idées reçues où je me dis, tiens, il faut qu'on la casse déjà, celle-là, parce que Exact. ça peut arriver de partout. Mais avant ça, je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, c'était important qu'on traite spécifiquement de ce sujet-là dans tous les sujets qu'on aurait pu aborder en santé et sécurité au travail? Je te dirais parce que, en fait, depuis que je fais ça de la santé et sécurité, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont été victimes d'accidents de travail. Ça a été, oui, il y en avait qui étaient des moins graves, il y en a qui étaient des plus graves. Et dans ma carrière, j'ai aussi vécu des accidents, quelques accidents mortels. Et puis, je me suis dit, Colin, faut en parler. Faut voir l'autre côté de la médaille. En fait, il faut voir toutes les facettes de la santé et sécurité. Puis je trouvais que c'était une facette que on en voit des publications. Là, quelques années, la CNSST en faisait des publications avec un comédien, François, moi, je ne me rappelle plus de son nom. Bref. Et puis, on en parlait. Par contre, c'était une journée spéciale là, dans l'année, puis on n'en parlait plus. Comme la journée récemment, le 28 avril, c'est la journée où on rend hommage à toutes les gens qui ont été victimes d'un accident au travail. La CNSST en fait la promotion, on envoie et tout ça. Puis moi, j'ai dit comme, my God, j'aimerais ça qu'on en parle plus, puis qu'on essaye, en fait, pour sensibiliser les gens quand il y a un accident, mais oui, on voit les pubs, mais
je voulais aller comme plus en profondeur, tu sais, dans mon quotidien. Si Marie-Noël est victime d'un accident, dans mon quotidien, dans mon travail, à la maison, avec ma famille, dans mon réseau social, qu'est-ce que ça fait? Puis, c'est vraiment pour aller semer la petite graine dans la tête des gens que, ben oui, il faut s'en occuper. Tu sais, oui, on n'a peut-être pas tout le temps de s'en occuper. C'est peut-être pas toujours la priorité de l'organisation. On n'a pas les budgets, on n'a pas les ressources et tout ça. Par contre, tu sais, moi, je me dis, si les gens l'ont quand même à quelque part dans leur tête puis qu'ils y pensent, tu sais, je vais avoir fait mon bout de chemin. C'est ma façon, en fait, de sensibiliser parce que j'en ai vu beaucoup. Là. En 10-12 ans, on en voit beaucoup. Dans mon métier, en fait, malheureusement, ça fait partie de la game, là, comme qu'on dit. Puis c'est pour ça qu'on existe, parce qu'on veut faire de la prévention, on veut empêcher que les accidents qu'on voit se répètent. Fait que ça me tenait à cœur. Comment est-ce que tu fais? Parce que tu me disais que tu avais vécu aussi des accidents graves, des accidents mortels aussi. Comment Oui, est-ce qu'on réagit face à ça déjà? c'est sûr que tout le monde est en état de choc, on va se le dire. Là. Tout le monde est en état de choc quand ça l'arrive. Et puis, on se pose des questions, mais pourquoi c'est arrivé? Ça, c'est beaucoup. J'ai parlé, moi, à des gens, à des secouristes qui ont secouru un accidenté très grave et tout ça. Puis, on se pose toujours, en fait, toute l'organisation, tous les collègues, les témoins, les premiers intervenants, c'est le pourquoi. Puis, des fois, Mmh. malheureusement, on n'a pas tout le temps, tu sais, la réponse sur le champ, là, on l'a pas et les gens, la réaction, c'est vraiment: «Mais pourquoi à lui?» Tu sais, j'ai déjà entendu un secouriste me dire, son collègue de travail, est décédé et tout, il dit: «Tu sais, pourquoi c'est arrivé à lui? C'était l'employé modèle, il respectait toutes les règles de sécurité, il faisait jamais de coin rond, il allait pas vite et c'était comme un employé modèle, puis pourquoi c'est arrivé à lui?» Donc on se on se remet beaucoup en question. Est-ce qu'on a fait les bonnes choses? Ou sinon, tu sais, j'ai entendu des gestionnaires qui disent aussi: My God, ça aurait dû être moi qui aurais dû aller faire ce job-là. J'aurais dû pas le laisser aller. J'aurais dû le faire. Fait que, je crois que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont le sentiment de culpabilité. Et là, puis, moi, je le dis, là, vous n'avez rien à voir avec ça. Il ne faut pas se sentir coupable, mais l'humain étant ce qu'elle est, ben oui, on va se sentir coupable. Tu sais, oui, ça, c'est une des premières réactions que j'ai vues, en fait. Tu sais. Puis, en fait, un coup que les émotions sont comme plus tombées et tout ça, ben c'est sûr que les gens restent avec l'ambiance de travail quand ça arrive, c'est sûr que ça change, là. Tu sais, moi, je leur dis tout le temps aux gestionnaires, quand il arrive un accident, grave ou mortel, tu sais, soyez alerte, tu sais, aux gens qui sont alentours aussi, tu sais, de voir leur comportement. Il y a des gens qui vont pleurer, il y a des gens qui vont, tu sais, j'en ai vu des gens rire, mais c'était un rire de détresse. Ouais. Puis quand tu vois ça, tu sais, il faut que les gestionnaires soient capables de détecter tous les signes physiques ou verbaux aussi. Les gens peuvent te l'exprimer. Que moi, je viens de voir quelque chose qui m'a traumatisée. Je ne peux plus travailler. Je veux m'en aller chez moi. Puis, il faut les laisser partir pour décanter ça parce que, tu sais, on peut les mettre à risque aussi. J'ai un exemple aussi qui me vient en tête. C'est un jour, j'étais dans une organisation où ce qu'un cariste est allé porter un bundle de palettes dans un racking. Là, c'est très technique, tu vas me dire, là, mais en fait, avait un chargement sur ses fourches et le chargement a tombé à, je pense, 2 pouces d'un collègue de travail. Ça aurait pu être très, très grave, mais on était super chanceux. Aucune blessure. Par contre, lui qui conduit le chariot élévateur, tu sais, on s'est assuré. Comment te sens-tu? Tu sais, comment vis-tu ça? Puis lui, il a été vraiment, tu sais, je sais je me rappelle, il dit: My God, j'ai failli tuer mon chum, mon collègue de travail. Puis on dit: OK, pour aujourd'hui, on te débarque du chariot élévateur. Tu ne conduis plus. On va aller te mettre à un poste de travail où ce que
qu'il y a moins de risques, puis que même si on va dire qu'il est dans l'une un peu, ben ça ne changera pas grand-chose. Fait que ça, je le dis souvent aux gestionnaires, puis c'est pas être obligé que ça soit un accident grave non plus ou mortel, là, mais juste être alerte, poser des questions aux témoins, puis comment ils se sentent. Puis il y en a qui vont dire « Ah non, je suis correct, c'est OK, puis je suis capable de faire ma job. » Mais justement, excuse-moi, je t'interromps un peu. Comment est-ce que tu poses ces questions aux témoins? Parce que je me dis que ça doit être quand même délicat, alors que ce soit un accident grave Ouais, ou moins grave. Tu sais, quand tu as été témoin de ça, je pense que tu as le choc. oui. Comment est-ce que tu fais pour réussir à aller chercher ces témoins-là qui, eux, sont peut-être pas en état de répondre à tes questions, tu sais, Oui, pour pouvoir, faire quand même, ton enquête tout de suite sur ce qui s'est passé? Parce qu'on sait que la mémoire, ça part très, très vite, là. exact, Donc il exact. faut quand même faire cette enquête super rapidement. Comment on Oui. l'amène? Heu, d'abord, on va commencer par les témoins, puis après on va Oui, élargir un mais peu. les témoins, en fait, c'est sûr que moi, ça fait longtemps que je fais ça, puis c'est sûr que le comportement, le body language ne ment pas. Hein. Ça, c'est vraiment les signes, ben, les gens qui pleurent, les gens qui parlent pas, les gens qui tremblent. Tu sais, c'est tout comme des signes OK, la personne ne va pas bien. Puis des fois, là, c'est même mieux aussi de dire, écoute, tu sais, comment vas-tu? Es-tu disposé à en parler? Est-ce que tu veux nous en parler? Est-ce que tu veux nous raconter qu'est-ce que tu as vu? Et des gens, quand ils sont trop dans l'émotion, même si tu essaierais d'aller chercher l'information, tu ne l'auras pas. Les émotions sont là, à côté dans le tapis, comme on dit, Ouais. puis on ne l'aura pas. Puis des fois, c'est juste mieux de leur dire, de les réconforter, puis de dire, regarde, quand tu veux, quand tu seras prêt, tu sais, viens me voir, viens, on va s'en parler. Tu sais, on peut faire ça par téléphone, tu peux être à la maison, on peut aller dans une salle dans l'organisation, puis on peut, des fois, les gens, il y a mieux être sur les lieux aussi. Donc, chaque personne va réagir de façon différemment. Puis nous, en fait, notre rôle, c'est d'être capable de s'adapter à eux. Donc, puis, euh, c'est sûr aussi, quand on voit que ça ne va pas, ben là, c'est sûr que moi, je suis une préventionniste, je ne suis pas une psychologue, je n'ai pas ces compétences-là. C'est juste, je dis aux gestionnaires d'être, tu sais, de tout de suite les accompagner vers les ressources compétentes. Ça, c'est super important. Complètement. Des fois, il y a des organisations qui ont des programmes de PAE ou bien ils vont faire juste venir une psychologue dans l'organisation. Donc, puis ces gens-là ont la chance de rencontrer un professionnel puis d'avoir un suivi, ça peut faire toute une différence. Là. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on va les soutenir. Il faut les accueillir, il faut les écouter parler. Et Et puis, oui, oui, vas-y. vas-y. Je disais et tu sais, tout à l'heure, tu me parlais du gestionnaire qui se disait: «Ah en fait, c'est de ma faute, j'aurais jamais dû lui envoyer, j'aurais dû moi partir moi-même». Comment est-ce que tu réagis? Parce que je pense que c'est super délicat face à un gestionnaire qui te dit ça et qui, forcément, qui est vraiment pas bien face à ça, qui se dit qu'il aurait dû aller à sa place. Non, ben, ça aussi, quand, tu sais, moi, c'est sûr que je vais les réconforter dans le sens, écoute, c'est arrivé, puis les choses sont arrivées, puis peu importe, on sait pas à ce stade-là. Tu sais, c'est sûr que quand il y a un accident grave, il y a une enquête d'accident qui a été faite par des professionnels, la CNSST embarque et tout. Mais là, quand on n'est pas rendu là encore parce que ça vient d'arriver, moi, c'est vraiment mon rôle, là, c'est, tu sais, de le soutenir, de l'épauler. Puis, tu sais, il faut y aller en douceur. Puis, j'ai été beaucoup en mode écoute. Souvent, là, on est dans un bureau, là, puis je les écoute, puis c'est eux autres qui verbalisent leurs émotions, c'est eux autres ou leur trop plein d'émotions. Puis moi, je les écoute, puis je leur dis, tu sais, je les réfère vers les ressources compétentes, puis il faut s'enlever ça là aussi. Là. Je dis, c'est pas de ta faute. Là. C'est pas de ta faute qu'est-ce qui est arrivé. Puis malheureusement, c'est un accident. Oui, il y a des choses préventivement, il y a des mesures de correction qui doivent être mises en place. Mais il ne faut pas vivre avec ce sentiment-là parce que ça peut être très, très, très lourd à porter là, aussi là, pour un gestionnaire. Là. Ouais, complètement. Mais toi, justement, comment est-ce que tu interviens? Est-ce qu'on t'appelle quand il y a des choses comme ça? Comment est-ce que tu interviens sur ce genre d'accident spécifique-là? En fait, Tu moi, commences par quoi? C'est ça? En fait, c'est sûr qu'il y a un protocole à suivre. Là. Dépendamment de l'accident, des fois, il faut.
sécuriser la zone, on barre ça, il n'y a plus personne qui rentre là, puis on attend que la CNSST vienne faire son enquête et eux autres font son enquête et après ça, va demander à l'organisation de remplir, moi j'appelle ça des to-do. On dit, OK, ben là, il faut que tu répares cette machine-là, il faut que tu t'assures de faire l'inspection avant de repartir la production. Enfin, il y a tout le volet la CNSST qui est là. Et moi, je vais intervenir après ça pour soutenir l'organisation. Ils vont des fois, ils n'ont pas les ressources à l'interne parce que la CNSST peut demander, ben, on veut une méthode de travail sécuritaire. On veut que vous rendez votre équipement conforme à la norme. On veut que vous les inspectez. Il faut former les employés, il faut faire la sensibilisation, il faut faire une analyse de risque. Donc, moi, c'est là où je m'en viens supporter les gens pour que il y a beaucoup d'émotions, puis en même temps, on a des to-do à faire qu'on n'a pas le choix parce que la loi, la réglementation nous le demande. Fait que, moi, je suis un petit peu quelqu'un de l'externe. Fait que, ça va comme plus vite, là. C'est comme, OK, je fais l'analyse de risque, je fais ma petite liste, je fais la procédure de travail. Donc, je vais les accompagner là-dedans et c'est sûr qu'il y a un volet enquête d'accident. On essaie de rencontrer les gens qui ont été témoins ou les collègues de travail pour voir qu'est-ce que vous avez vu, comment vous vous sentez, c'est quoi votre perception des choses, puis vraiment être autour pour les supporter. Je pense des fois, c'est juste la présence de quelqu'un, une spécialiste en santé et sécurité, ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien, puis ils ont besoin d'en parler, ils ont besoin de le vivre ensemble. Je l'ai vécu dans ma carrière, il y a eu un accident, mortel dans une organisation. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait, la direction? C'est, OK, on arrête la prod, tout le monde, on se retrouve à la cafétéria, puis on en parle. C'est juste de prendre un temps d'arrêt, puis je crois que ça a fait toute la différence au niveau de comment les employés, les témoins ont vécu, on va dire, l'expérience, on va le dire, là. Ça a comme plus adouci la chose. Les gens ont pu s'échanger, en parler. Puis des fois, ils se posaient des questions. Puis comme je t'ai dit tantôt, on n'a pas toutes les réponses. Par contre, c'est juste dans le verbaliser ensemble. Puis le lendemain, l'organisation dit, OK, demain matin, tout le monde, vous pouvez venir ou rester à la maison comme vous le sentez. Puis moi, je me suis dit, le lendemain, tout le monde va rester à la maison. Ils vont être comme à terre. Ils vont être comme... les émotions sont très... il y en a qui vont pleurer toute la nuit. Puis, à ma grande surprise, mais tout le monde à 6h30, là, c'était tout dans le parking. Là. Tout le monde était là. Puis, même encore plus de bonheur que leur corps de travail normal. Puis, je suis posé la question, comment ça, vous êtes de bonheur que ça? Puis, le monde disait, je voulais plus rester tout seul chez moi à penser à ça. Je veux plus penser à ça. Je veux être avec mes collègues. Puis, ils veulent... j'ai trouvé vraiment, c'était comme une solidarité. Puis ils se sont parlé, ces gens-là, pour dire, OK, demain matin, on arrive à 6h30. Ça s'est fait de façon naturelle, je pense. Spontanée. Oui, je pense qu'il y avait besoin d'en parler. Puis moi, je trouve que c'est une approche vraiment, une très bonne approche. Quand il arrive un accident très grave, puis, oui, des fois, c'est, arrêter tout le département, on les met à la cafétéria ou dans la salle des employés, puis on en parle, on fait juste en parler, puis d'avoir quelqu'un des ressources humaines aussi pour les épauler là-dedans, les accompagner, avoir un spécialiste des ressources humaines, avoir le gestionnaire en place, ben ils se sentent pas tout seuls, ils se sentent réconfortés. Fait que ça, là, pour moi, je l'ai vu que ça a fait une différence versus une entreprise qui aurait un accident grave. Par contre, on continue à travailler, puis on n'en parle pas, puis on essaie de cacher ça, puis on se dit, c'est arrivé, puis on passe à d'autres choses. Mais c'est pas vrai. L'humain ne passe pas à d'autres choses. Surtout pas là-dedans. Non, l'humain ne passe pas à d'autres choses. Il faut l'accueillir, il faut le prendre, puis il faut prendre le temps que ça prendra. C'est plate des fois, mais c'est comme ça. Mais après ça, je peux te dire que l'organisation, après ça, les gens étaient plus... OK, c'est passé, il est arrivé, ils savent, il faut être aussi transparent avec eux autres, leur expliquer ce qui est arrivé, de ce qu'on sait. La CNSST va arriver tel jour, va faire une enquête, il va y avoir des choses qu'ils vont nous demander, puis c'est de leur en parler. Puis aussi, les mesures correctives qui vont être faites suite à ça. Ben, les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis moi, je trouve qu'ils ont le droit, ils travaillent dans l'organisation, ils ont le droit de le savoir. Puis de toute façon, toutes les communications de la CNSST doivent être
rendu public. C'est ça, il faut en parler à nos équipes. Puis, ils vont juste mieux le vivre quand ils ont toute l'information puis qu'on est 100% transparent avec eux autres. Et est-ce qu'il y a une de tes interventions qui t'a vraiment marqué dans ta carrière? Oui, je te dirais que oui, que j'en ai plusieurs interventions. Puis, je ne sais pas si c'est avec l'âge, là, parce que là, je prends de la maturité. Et puis, maintenant, j'ai des enfants, j'ai 2 petits garçons de 12 ans. Et depuis que mes fils sont nés et tout ça, puis là, je me dis, un jour, là, ça va être mes fils qui vont être dans leur milieu de travail. Je ne sais pas c'est quoi encore leur choix et tout ça. Puis, tu sais, moi, j'en ai déjà un de mes fils qui me dit, moi, je veux travailler dans la construction, je veux bâtir des maisons. Puis, tu sais, là, j'étais comme, oh là là! Mais, tu sais, je me dis tout le temps, ça pourrait être un de mes enfants, là, plus tard, là, tu sais. Fait que, moi, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup quand c'est des jeunes. Écoute, des jeunes dans la début vingtaine, puis, tu sais, j'essaie tu sais, je suis humaine, là, puis j'ai des émotions, j'ai des sentiments, tu sais, des fois, je me dis, OK, Marie, c'est toi la professionnelle, tu sais, l'équipe est en terre, puis c'est toi qui dois venir faire la job qu'ils ne sont pas en mesure de faire, tu sais, puis mais je te mentirais pas qu'il faut que je me parle 2-3 minutes avant, tu sais. Puis ça me touche aussi quand que les gens me racontent un peu, ben on a appelé la famille, tu sais, comment que la maman, tu sais, c'est le papa a réagi, tout ça. Moi, ça me donne des frissons. Puis quand ça arrive, je me dis tout le temps, ben je fais la bonne job. Tu sais, je veux avoir un impact pour les familles, pour pas que ça arrive, puis je veux les accompagner là-dedans, puis je me dis, OK, Marie, tu fais la bonne job, puis ta job est importante, puis ça va servir à d'autres gens, puis je voudrais pas que ça arrive à personne. Tu sais, là, je parle de mes enfants, mais peu importe, on veut pas que ça arrive à personne. Mais je suis beaucoup plus sensible quand que c'est des jeunes personnes, et puis là, j'ai un défaut de quand que je vais magasiner là, dans des magasinages de grande surface. Puis des fois, je vois des gens avec des chariots élévateurs, des plateformes élévatrices. Puis là, ils conduisent, puis là, ils font plein. Oh my God! Est-ce que tu vas les voir? Oui, je vais les voir. J'ai un coup, et je me rappelle très bien une fois, j'étais bref, je nommerai pas l'organisation, mais j'étais dans le stationnement. Et puis, je vois un jeune qui conduit un chariot élévateur, mais la vitesse qui allait, pas attachée, les charges vraiment mal balancées. Puis, je dis, oh my God, Tu sais, au début, je me suis dit, OK, Marie, là, t'étais pas sur ton corps de travail, là. T'es venue magasiner, va à la maison, mais. Relaxe-toi. Oui, c'est ça. Mais là, je me sentais tellement mal, puis je me suis dit, my God, ce petit gars-là, je suis sûre que sa mère ou son père serait très reconnaissant envers moi. Tu sais, j'ai juste dit, hey, tu sais-tu, by the way, que c'est important que tu t'attaches. Hey, tu sais, fais attention, ta charge, là, on dirait que ça va basculer, puis tout, puis ta vitesse, puis c'est sûr que la réception, on dirait les jeunes, des fois, ben, ils ont fait comme de quoi qu'elle se mêle. Mais peu importe la façon qu'il a accueilli, moi, je me dis, il y a l'info. Il y a l'information, là, il l'a peut-être pas, il l'endosse peut-être pas, mais il sait. Il y a quelqu'un qui est allé dire qu'il n'était pas attaché. Puis moi, je me suis dit, après ça, ça lui appartient. Puis, à un moment donné, je peux plus, il y a des limites. Oui, non, tu peux pas l'attacher toi-même, là. C'est sûr non, c'est ça, je peux pas le faire moi-même, mais je me dis tout le temps, moi, un jour, si mes fils ont des comportements non sécuritaires, j'espère qu'un gestionnaire va l'adresser. J'espère que le gestionnaire va le coacher. J'espère qu'il va l'entraîner puis le superviser. Puis si un de mes fils a vraiment une tête de cochon, là, parce que je vous le dis que c'est comme ça présentement, s'il y a une tête de cochon, j'espère que le gestionnaire va lui donner un avis disciplinaire. J'espère qu'il va aller réfléchir. Puis c'est ça que moi, mes attentes d'un gestionnaire, des futurs employeurs de mes enfants, c'est ça que je m'attends d'eux, en tant que maman. Mais Marie-Noël, en tant que préventionniste, qui joue un rôle conseil, qui conseille des gestionnaires, c'est aussi vers ça que je les accompagne. Je dis, faites attention à vos employés. C'est comme, c'est vos bébés à vous, là. Vous êtes responsables d'eux autres quand ils sont sur votre milieu de travail, qui travaillent pour vous.
faut que tu en prends soin comme si c'était tes enfants. Tu sais, oui, il y a des impacts que si la personne part, ben, tu sais, oui, tu n'as plus de main-d'œuvre, tu as tout ça. Mais en même temps, plus tu vas en prendre soin de tes employés, plus ta production va mieux aller, plus ta rétention, plus ton recrutement, plus ton image de marque va bien aller, plus ta clientèle aussi. Tu sais, il n'y a personne qui veut faire affaire, il y a personne qui veut faire de la business avec des entreprises où ce que la santé et sécurité, ils s'en foutent, qu'ils s'en occupent pas, puis qu'il y a plein d'accidents. On ne veut pas faire affaire avec ce genre d'entreprise-là. Fait que, tu sais, c'est là que moi, tu sais, les entendre envers les gestionnaires, mais formez vos employés, accompagnez-les, c'est supervisé, coaché. Et bien justement, comment est-ce que tu fais pour les former? Parce que là, je suis en train de penser à quelque chose. À un moment donné, tu sais, le matin, là, le dimanche matin, je coupe mon pain. Et tu vas te moquer de moi, mais t'as le droit, t'as le droit. Moi-même, je me moque de moi encore. Je fais pas attention parce que je coupe mon pain, j'écoute la musique en même temps, je suis bien, je fais pas attention et je me suis vraiment comme coupé mon petit doigt là, mais genre bien la plus de la moitié. Et, et habituellement, tu sais, je me suis dit, oh bah ma croyance à moi, c'était, bah, de toute façon, si un jour je me coupe, c'est bon, je vais dans la salle de bain, je mets un pansement, point. Non, là, j'étais en panique. Tu sais, c'est juste un petit doigt, là. J'étais en panique. C'est important, un petit doigt, quand même. C'est vrai. C'est utile, hein. Mais j'étais vraiment en panique, je savais pas quoi faire. J'ai pas bougé, tu vois. Puis heureusement que mon compagnon, il était là, et puis il m'a fait m'asseoir, puis j'ai fait un malaise vagal, j'étais pas bien. Alors, c'était une coupure de petit doigt. Et puis là, je me dis, OK, mais si j'ai eu une formation avant pour être, alors je parle du pain, mais ça peut être en entreprise. On a une formation au cas où il y a un accident. Voilà ce que vous devez faire. Mais qu'est-ce que tu leur apprends, toi, quand tu leur expliques ça? Parce que sur le moment, quand il t'arrive quelque chose, et ben, sur le coup de la panique, des fois, tu vas juste rester comme tétanisé. Ouais. Donc, mais en fait, c'est une super de bonne question. Puis j'aimerais ça faire du pouce avant avec ça. En amont, en prévention, tu sais, avant que l'accident arrive, parce que, tu sais, ça arrive, mais il y a des choses que moi, je propose, puis que je promouvois, puis que j'essaie de leader l'équipe de gestionnaires vers ça. Moi, je leur dis souvent, vos employés, vous devez les former à travailler à leur poste de travail. Puis, je l'entends encore, tu sais, ben là, Marnelle, on n'a pas le temps de former tout le monde sur tous les postes de travail, sur tous les outils, sur tout. Mais, tu sais, je leur dis, ben, est-ce que tu veux agir en prévention, tu sais, de façon préventive ou en réaction? Parce que si tu ne le formes pas, puis c'est sûr que tes probabilités d'avoir un accident vont être plus élevées. Donc, moi, je leur dis tout le temps, il faut analyser le poste. Il faut faire une analyse de risque complète. C'est quoi les dangers? C'est quoi les risques? Après ça, c'est quoi les mesures de prévention? Est-ce qu'on doit s'équiper, porter des gants, des lunettes? Puis aussi, il faut qu'ils sachent comment manipuler, comment opérer la machine. Donc, il y a tout ce volet formation-là qu'il faut faire. Après ça, donner juste de la formation, asseoir des gens dans une salle, 1 heure, 2 heures, puis après ça, ciao, ben, retourner sur le plancher. Pour moi, Marinelle, c'est 50 de la job qui est faite. Il reste tout un autre volet parce que tout ce qu'il a appris en théorie, ben après ça, il va falloir le coacher. Aller voir l'employé sur le plancher, faire la job, puis là, de dire, finalement, mets ça plus à gauche, un petit peu plus à droite, puis vraiment avoir un support de coaching pour voir s'il applique vraiment qu'est-ce qu'il a appris. Fait que ça, après ça, tu as le volet coaching, moi j'appelle de l'entraînement, entraîner l'employé à son poste. Puis après ça, c'est de faire superviser le travail après ça. Faire des audits, faire des spot checks, surveiller s'il y a un écart, puis la personne, ça se peut qu'elle a oublié de suivre telle ou telle étape de procédure. Donc, il y a tout ce volet-là. Fait que des fois, j'entends, Marnelle, là, je l'ai formé, tu sais. Là, je suis OK, tu l'as-tu entraîné, tu l'as-tu supervisé, tu l'as-tu coaché, tu sais. Non. Mais je dis, comment tu as fait pour t'assurer que la personne avait les compétences, l'habileté de faire son travail en toute sécurité? Fait que ça, c'est, pour moi, c'est comme la base de la santé et sécurité. Il faut passer par là. C'est comme un no-brainer. Puis là, j'en parle de plus en plus. Puis, moi, ce que je dis à mes clients, là, c'est même pas Marinelle qui le dit, c'est écrit noir sur blanc dans la réglementation, dans la loi. Je pense que c'est quelque chose comme
L'employeur doit former, superviser, entraîner, s'assurer que son employé a les compétences nécessaires pour faire le travail. Fait que là, tu dis, c'est comme, je dis, toi, c'est écrit. C'est pas moi, c'est là! Moi, ce que je vais faire avec toi, c'est que je vais t'aider à bâtir tout ça. Parce que oui, c'est un gros processus quand tu as, mettons, 50, 60 postes de travail différents dans ton organisation, mais il y a des stratégies. C'est pas demain matin qu'on va faire toutes les analyses de risque de tous les postes, mais dire, OK, on commence par quoi? Voici les postes les plus à risque ou les postes où j'ai les plus d'accidents. Ben go, gang, on va analyser ça en premier. Puis là, on va essayer de trouver des mesures de correction. Puis après ça, on va former les employés, on va les coacher. Fait tu sais, c'est la santé et sécurité, des fois, les gens voient ça comme « Oh, c'est une tonne de briques, il faut tout faire tout ça en même temps. » Puis moi, je dis « Ben non, tu sais, faites-en un peu à tous les jours. » Puis quand tu fais un peu à tous les jours, ben jamais tu vas te sentir comme une tonne de briques, puis les échéanciers, puis ben, c'est comme dans n'importe quoi, là, tu sais, j'invente rien, là, c'est vraiment d'en faire un peu à tous les jours. Ça va être plus facile, la culture va changer, les gens vont mieux le percevoir, ils vont mieux aussi comprendre aussi. Si on en fait juste des analyses de risque une fois dans l'année, mais après ça, tu n'en parles plus, ben, les gens ils font comme bah, on n'en fait pas. Tandis que si tu en fais à tous les jours, tu as une nouvelle machine, tu fais analyse de risque. Ah, tu as un nouveau changement dans le procédé, tu fais analyse de risque. Ça va s'imbriquer dans les opérations, ça va s'imbriquer dans la culture organisationnelle, puis les gens vont dire ben, ça fait partie des to-do à faire. Complètement. Mais parce que là, la partie où moi je m'interroge, c'est vraiment comment est-ce que tu entraînes les personnes à pouvoir réagir face à ce genre d'accident? Ouais. Dans beaucoup d'entreprises, ça va être ils ont comme un protocole des mesures d'urgence. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un accident? Là, on va parler des accidents graves. OK. Quand il y a des accidents graves, souvent, les gens ils ont des plans des mesures d'urgence et c'est vraiment, ils ont établi dans l'organisation les rôles et responsabilités. Qui fait quoi dans telle situation? Donc, normalement, c'est tout déjà défini. Puis le challenge, c'est de suivre le protocole, de le tester, puis d'en parler souvent pour que les gens, ben, quand ça arrive, ben, ils sachent quoi faire. Oui, il y a le volet, les secouristes ont un rôle à jouer primordial. Les secouristes, là, c'est vraiment, ils ont des formations spécialisées pour intervenir. C'est sûr qu'il faut avoir j'en parlais justement dernièrement avec une organisation, il faut s'assurer que leurs cartes de secouriste sont à jour, s'assurer qu'ils se pratiquent à toutes les années, pas une fois aux 3 ans. Il faut les mettre dans des situations vraiment où un événement pourrait arriver. Quel genre d'accident qui pourrait arriver dans ton organisation? Bien, faut le pratiquer. Il faut le pratiquer, la communication. Quand il arrive un accident, ben, qui communique avec qui, puis comment, c'est quoi les appareils de communication qu'ils ont à leur disposition, c'est quoi les équipements, ils ont-tu un défibrillateur, ils ont-tu de l'oxygène, tu sais, il faut vraiment, eux autres, soient formés, encadrés, coachés et tout ça. Puis, les mettre en pratique. Moi, je leur dis tout le temps, si vous les formez une fois ou 3 ans, bien, le résultat, quand que vous allez avoir un accident, ça va donner le résultat d'une fois ou 3 ans. Les gens vont dire, OK, tu sais. Ah ben oui! Oui, il faut les mettre en situation. Puis, je l'ai faite dans une des dernières organisations pour laquelle j'ai travaillé. On avait fait venir des spécialistes qui donnaient des formations de secouristes. Et moi, j'ai dit que dans mon organisation, on avait beaucoup de machines, donc les risques d'amputation puis de coupure étaient là. Et c'est super parce qu'ils ont fait une vraie simulation, tu sais, il y avait comme un mannequin, un comédien en fait, avec le bras plein de sang, puis plein de ouvert, puis on a mis, tu sais, fait on a vu comment les gens ont réagi, puis je me rappelle, j'avais une collègue de travail, elle savait que c'était pas du vrai sang, mais elle se sentait pas bien juste de voir le produit qui met. Ça donne aussi une indication de qui est apte à intervenir, puis lesquels que, OK, finalement, c'est peut-être pas les bonnes personnes. Puis c'est important aussi, moi, je le dis toujours aux gens, quand vous choisissez vos secouristes, oui, c'est sur une base volontaire, mais il faut aussi valider est-ce que les gens sont capables de garder leur calme, garder leur sang-froid. Est-ce que quand ils voient une goutte de sang, est-ce qu'ils tombent dans les pommes ou pas? Puis ils ont-tu un leadership? Parce que des fois, quand tu es secouriste en situation d'urgence,
tu deviens moi j'appelle ça un commandant. Là, tu dis, j'ai besoin de ça, right now, tout de suite, tu sais. Puis, il faut être capable, il faut avoir cette personnalité-là, cette compétence-là aussi. Donc, c'est important de bien les choisir. Ça, c'est pour le volet secouriste. Puis là aussi, moi, ce que je dis aux gestionnaires, ben, tu sais, rester sur les lieux puis supporter le secouriste. Le secouriste, ça se peut qu'il ait besoin d'aide. Ça se peut aussi que quand il arrive un accident, ben, des fois, tu as l'effet des gens qui sont curieux, là, qui veulent tout aller voir. Mais c'est la pire des choses à faire. Que je dis, tu sais, moi, je le dis tout le temps, quand que vous voyez, je ne sais pas, un secouriste en train d'intervenir sur quelqu'un qui est au sol, laissez-y de la place. Peut-être la personne elle a besoin d'air. Puis ça se peut aussi qu'on ait à couper, à déchirer les vêtements de la personne. Puis, tu sais, l'intégrité de la personne, c'est super important. Tu sais, des fois, on n'a pas le choix, il faut couper les vêtements. Mais si, comme tout le département, ses collègues de travail sont là alentour, ben ça ne fonctionne pas. Donc, moi, je dis aux gestionnaires, ben gardez les foules à distance, c'est supporter le secouriste. Puis si on a appelé les mesures d'urgence, les ambulanciers, puis tout, de les accompagner là-dedans. Et puis, aussi, l'autre petite partie, c'est après ça, de questionner les gens qui sont victimes, pas victimes, mais en fait, qui sont témoins, des collègues de travail proches. Tu sais, tantôt, on en a parlé un peu pour voir les signes. Y a-t-il des gens qui ne seront pas aptes à continuer à travailler? Bien, juste de les prendre à part dans une autre salle, puis, tu sais, de les accompagner là-dedans. Parce que, tu sais, dépendamment de l'accident, bien, ça se peut que les gens ne soient pas capables de continuer. Fait que ça, c'est une partie de l'intervention. Mais moi, je recommande vraiment à toutes les entreprises qui aient vraiment leur plan des mesures d'urgence. Les ressources humaines aussi doivent être impliquées. Le directeur de l'usine doit être impliqué. Des fois, ça peut être le propriétaire, le vice-président. Il faut qu'il soit au courant de ce qui arrive. Puis moi, ce que je vois souvent, c'est que le directeur, il est sur le plancher, il est là, puis c'est lui qui communique avec le service des ressources humaines. OK, ben ça se peut qu'on ait besoin d'un psychologue ou ça se peut qu'on ait besoin d'appeler la famille. Ça se peut, tu sais. Donc, c'est vraiment tout le volet communication qui fait quoi, quand, faut que ça soit vraiment déterminé avant que l'accident arrive. Tu sais, moi, je dis, si vous n'avez pas là, un plan des mesures d'urgence, c'est le temps, il faut le faire. C'est comme là, on est capable de discuter justement ben, qui fait quoi, c'est qui les meilleures personnes pour prendre tel ou tel rôle. Puis il faut l'avoir parce que ça ne sera pas le temps quand il y a un accident ben, de planifier tout ça parce que ça se peut qu'en n'ayant pas de plan de mesures d'urgence, tu vas rallonger tes soins. Autant d'intervention. Ben c'est ça, ça se peut que les secouristes arrivent comme 10 minutes plus tard ou, pire que ça, les secouristes ne savent même pas où c'est l'accident. Parce que, tu sais, des fois, les organisations, les usines, là, c'est grand, puis c'est très, très, très grand. Là. Tu sais, il faut se donner un code là, de qui va quand, comment et tout ça. Donc, si tu ne veux pas, les soins doivent être donnés immédiatement. Là. Tu sais, moi, immédiatement, là, c'est dans les 10-15 secondes qui suivent l'événement. Quand on n'est pas préparé, mettons 10-15 secondes, ben on ne sait pas combien de temps que ça peut durer. Fait que la préparation, là, c'est primordial. Mais justement, pour ceux qui nous écoutent, là, si vous n'avez pas de plan d'intervention, justement, quand il arrive des choses comme ça, super grave, et que vous nous écoutez, mais faites-le. Oui. C'est comme, mais je pense, essentiel, super important, parce que je pense que dans la panique, si tu n'as pas déjà ce fameux plan-là, et ben juste, personne ne sait quoi faire, comment réagir, et tu es juste dans la panique, en fait. Exact. Puis faites-le, puis pratiquez-vous. Moi, là, c'est quelque chose que je tiens beaucoup. Pratiquez-le, puis pas une fois ou 3 ans. Faites-en plusieurs fois, puis parlez-en régulièrement. Moi, ce que j'ai déjà fait aussi, c'est avec les secouristes, ben, quand c'est l'été, ben, je faisais une petite capsule, OK, on parle 5 minutes de, tu sais, s'il y a quelqu'un qui prend connaissance parce qu'il fait trop chaud, tu sais, coup de chaleur, qu'est-ce qu'on fait? Puis, s'il y a une coupure, les coupures profondes, qu'est-ce qu'on fait? Juste, à chaque mois, donnez-vous une capsule santé-sécurité. Au lieu d'avoir, moi, je dis ça, santé-sécurité, c'est un peu à tous les jours, mais sur 12 mois, préparez déjà vos sujets, vos rappels. Puis des fois, c'est juste ça, OK, on s'assoit aujourd'hui puis on lit notre procédure. Ça peut juste être ça. Ou le mois prochain, ben, on regarde si on a tout le matériel de premiers soins, si c'est à l'ordre. Créez-vous des comités de secouristes, parlez-en. Puis ces gens-là,
ont un gros rôle, les secouristes, dans les milieux de travail. Des fois, on a tendance à pas en parler, mais ça vient en soi des bras droits des préventionnistes, en fait. Puis, quand il arrive un événement, faites une réunion après ça, post-événement, puis évaluez-vous ensemble. Tu sais, OK, qu'est-ce qui a été écrit dans le plan? Est-ce qu'on l'a-tu suivi? On ne l'a pas fait? Non, mais pourquoi? Tu sais, l'amélioration, tu sais, c'est de même qu'on devient meilleur puis qu'on s'améliore. Puis les gens, normalement, qui sont volontaires pour appliquer à ce poste-là, moi, de tout ce que j'ai vu, c'est des gens qui aiment aider, qui aiment s'impliquer, qui aiment vraiment se sentir utile. Puis, faut vraiment, comment je dis ça, les impliquer dans tout le processus. Puis même votre procédure, s'il y en a qui n'en ont pas, là, mais allez voir vos secouristes, c'est des mines d'or d'informations. Ils vont vous le dire, ben, il manque tel matériel, ben, pour communiquer, ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, ils vont, écoute, il faut s'asseoir avec ces gens-là. Mais l'idée que j'aime bien là que tu partages, c'est de faire des capsules comme ça tous les mois. Tu sais, genre juste 1 heure là comme ça, où tu fais, tu sais, ça peut être 1 heure où tu le fais en mode un bon moment, tu sais, sur un mode un peu informel, là, pas comme on va te donner un cours et puis ça va être comme ça, comme pour encourager les gens à y aller, à avoir cette culture-là, à partager ce qu'ils vivent et puis avoir un thème et puis c'est un bon moment à partager, tu sais, comme juste ensemble. Et je pense que les bénéfices, pardon, ils vont être vraiment sur le long terme après. Oui, effectivement. Puis ça fait aussi que, tu sais, quand on parle de culture aussi, c'est vraiment d'en parler au quotidien, régulièrement, puis pas juste une fois de temps en temps. Puis essayer moi je dis tout le temps, mon défi, c'est de semer plusieurs petites graines autour de moi pour que la santé et sécurité, éventuellement, que ça roule tout seul. Tu sais, il faudrait que, tu sais, je le disais quand j'étais en entreprise, il faudrait que Marinelle pourrait prendre 6 mois de vacances, là, puis que ça ne changerait rien. Là, j'aurais plus d'emploi, mais ça, c'est une autre chose. Mais dans le sens que il faut que vous soyez capable de faire vos enquêtes d'accident. Il faut que la formation continue et tout ça. Puis c'était mon rôle aussi de les amener vers là, puis des coacher pour atteindre cet objectif-là. Là. Complètement. Marie-Noël, on arrive bientôt à la fin de mes questions. Est-ce Oui! qu'il y a un sujet, quelque chose qu'on n'a pas parlé et que tu aimerais partager là, avant qu'on clôture? Ah mon Dieu, c'est là, c'est comme une grosse question. Ben, en fait, je pense qu'on ça va se s'entrecouper parce qu'on en a déjà parlé. C'est tellement des bénéfices, la santé et sécurité. Tu sais, oui, j'en parle, oui, peut-être que j'ai un. Tu sais, c'est comme ma passion d'en parler, mais tu sais, je l'ai effleuré tantôt, là, quand on le prend bien en charge, là, moi, je dis tout le temps, parce que les impacts au niveau, tu sais, la personne qui subit un accident, puis qui doit être en arrêt de travail, là, Mhm. est à la maison. Puis comme on le sait, tu sais, dans la pyramide de Maslow, des besoins fondamentaux de tout être humain, là, tu sais, c'est de se réaliser, tu sais, de vraiment sentiment d'appartenance, de socialiser et tout ça. Puis quand la personne, elle vient en arrêt de travail ou elle doit être à la maison, mais cette personne-là, elle perd tous ses repères. Tu sais, nos collègues de travail, là, pour plusieurs, c'est leurs amis. Hein? Puis c'est là, pour plusieurs personnes, c'est là où ils font leur côté social. Donc, ça a vraiment des impacts au niveau de la personne qui subit un accident. Puis moi, j'en ai eu des employés qui me disaient, tu sais, McNeil, là, je sais, là, je suis blessée encore, puis mon médecin, il ne m'autorise pas à venir travailler, mais je peux-tu venir travailler quand même? Tu sais, les gens, quand ils passent, tu sais, la façon qu'ils se réalisent, souvent, c'est par le travail. Puis du jour au lendemain, ben, ils ne peuvent plus faire ça. Tu sais, on parle de santé mentale, ben ça a un impact sur l'aspect santé mentale de la personne. Puis c'est pour ça que moi, j'en parle, puis je veux valoriser, je veux que les gens s'en occupent. Et aussi, il y a tout l'aspect, tantôt aussi, on en a parlé super rapidement, mais aussi les collègues de travail, la production. Tu sais, si ton employé qui se blesse est ton kingpin de telle machine qu'il connaît par cœur, ben, ça va avoir des effets sur ta qualité de tes produits aussi. Ça a tellement comment que je pourrais dire, d'impact à tous les niveaux. Pour le recrutement, moi, quand je donnais de la formation, quand j'accueillais des nouveaux travailleurs en poste, je faisais l'accueil, intégration, santé et sécurité, puis je leur disais tout le temps, ben
comment c'était votre santé sécurité dans votre ancien emploi? Puis là, écoute, j'en entendais de toutes sortes, de toutes les couleurs. Puis, tu sais, des fois, c'était aussi un élément qui faisait que la personne dit, moi, là, j'étais tannée de travailler dans un endroit non sécuritaire. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je change d'emploi. Tu sais, puis aussi juste la façon. Puis des fois, bizarrement, là, ben, c'était toujours les mêmes noms qui sortaient, ben, ton image publique, de la façon que les gens. Puis avec les réseaux sociaux, là, ça va vite là, Ah maintenant. oui. Les informations, là, ça va à la vitesse de l'éclair. Oui, des fois, on ne peut pas tout le temps les valider, mais s'ils viennent souvent, puis de plusieurs personnes différentes, ben, on va se poser des questions aussi. Mais c'est Puis, ça, mais tu sais, là, ce que tu dis, c'est super important parce que ce qu'on réalise pas, c'est l'impact que ça a sur tout le monde, toute l'organisation, la famille, les collègues, les gestionnaires, l'image de l'entreprise. Et après, plus loin encore, même ton recrutement, ta capacité à embaucher, à retenir les gens qui sont aussi chez toi, en sachant que c'est super difficile en ce moment d'embaucher des gens parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, vraiment, l'impact, il est de partout. oui, puis moi, je le dis en plus, présentement, on le vit, là, le recrutement de la main-d'œuvre, c'est super difficile d'aller chercher. Puis j'ai fait un article récemment, l'image de marque, si vous avez une politique santé-sécurité, si c'est très fort votre culture, ben mettez-les dans votre site web, dans votre page d'entreprise, parce que les gens vont aller voir, ils vont faire des recherches. Puis si c'est une façon de se démarquer, ben oui, il y a l'aspect salaire, conditions de travail, oui, il y a tout ça. Mais si dans ton entreprise, si tu te considères leader en santé et sécurité, tu te considères que c'est une valeur importante dans ton organisation, je crois profondément, je crois vraiment que la personne qui va appliquer dans l'entreprise, ça se peut qu'elle soit plus dirigée vers ton entreprise parce qu'elle voit qu'elle s'en occupe. Fait que, tu sais, moi, je le dis, mettez-les dans vos réseaux sociaux que vous en occupez de votre santé et sécurité, ça va faire une différence. Et occupez-en vous comme vraiment, parce que la marque employeur, je dis toujours, faites attention là, parce qu'il y en a qui veulent comme trop mettre, tu sais, en avant, là, j'appelle ça mettre des paillettes un peu partout, alors en vrai, quand tu arrives sur le terrain, c'est pas du tout comme ça, mais vous le mettez en avant, mais pratiquez-le surtout, parce qu'en fait, au final, tu auras peut-être réussi à attirer la personne, mais au bout de 2 mois, elle partira parce qu'elle verra que c'est pas ça qui est mis en place. Oui, en fait. ben exact. Comme tu le dis, c'est ça. Après 2 mois, la personne va partir. Puis quand, quand les organisations font ça, ben ils se tirent dans le pied eux autres mêmes. Ça coûte cher faire du recrutement, puis tout ça, tout le processus. Puis moi, je me dis, c'est du temps perdu et tout ça. Mais où est-ce que quand on voit que la culture est vraiment forte, c'est quand ça vient des employés. Quand les employés en parlent dans leur page Facebook de l'organisation de la santé et sécurité, tu fais OK, eux autres, là, sont allés une coche plus loin, là, puis c'est ça qu'on veut, là. Puis normalement, ben, quand ça vient des gens qui travaillent en poste, c'est pas du fake, là. Ça serait dur, là, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus réel, là. Oui, et puis surtout que les employés, c'est comme tes premiers ambassadeurs aussi. Hein. C'est eux qui vont pouvoir réussir à te ramener aussi du monde, qui vont prendre soin de tes clients, de ton produit, etc. Si tu as aussi toute cette culture qui t'amène aussi à là, tu vois. Donc, Effectivement. Oui, oui. Ça part vraiment, tu sais, c'est des tantôt, je l'ai dit, la culture d'une entreprise, ben, c'est vraiment l'ensemble des gens qui vivent à l'intérieur, là, du lundi au vendredi, 40 heures par semaine. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? C'est quoi les comportements? C'est quoi les réflexions qu'ils ont ensemble? Puis, on ne peut pas retirer les employés. C'est un tout, en fait, là. Complètement. Puis là, je suis en train de penser à quelque chose, tu sais, parce qu'on a parlé des impacts sur la personne qui a l'accident, de ses collègues, du gestionnaire, mais les impacts aussi sur la famille. Qu'est-ce que toi, tu as vu? Oui. Ben, c'est sûr que oui, la famille. Puis moi, j'ai des amis personnels, en fait, tu sais, des amis proches qui en ont vécu. Puis c'est sûr que, tu sais, perdre ton père, perdre ta mère, perdre ton chum et tout ça, ben là, il y en a qui ont des enfants aussi là, là-dedans, là. Puis c'est difficile, là, on s'attend pas à ça. C'est comme tu sais, quelqu'un qui a une maladie, souvent, la famille va être déjà un peu préparée. Tu sais, ils savent que ça s'en vient. Mais il n'y a personne qui se prépare à ça, que ton père, que ta mère s'en va travailler le matin puis qu'il ne revient plus jamais. Il n'y a personne qui se prépare à ça. Puis moi, je le dis beaucoup, tu sais, gang,
vous avez des enfants qui vous attendent le soir, là, ça y est, des comportements sécuritaires, il y a votre blonde qui vous attend, puis ils ont besoin d'eux autres, puis ça va, tu sais, quand la personne n'est plus là, ben ça chamboule toute une vie, tu sais, de l'organisation, du travail, puis c'est surtout le choc de, tu sais, ça arrive du jour au lendemain, bang! C'est comme, là, il y a même, tu l'as pas vu venir, pas en tout, là, puis ça, je l'ai vu que c'est dur, puis tu sais, j'ai parlé récemment à une copine, elle me disait, tu sais, moi, ça m'a vraiment questionné sur la vie, qu'est-ce qui était beaucoup plus important pour moi. Je pense que les gens se disent, OK, là, je pense que j'ai perdu trop de temps dans ma vie à faire X, Y, Z, puis maintenant, je vais me consacrer à ce qui est vraiment important parce que du jour au lendemain, ben tout peut bousculer, tout peut changer. Fait que ça, je le vois beaucoup, les gens, des changements de carrière, nouveaux projets, puis qui disent, OK, ben, gang, moi, je vais faire ça, ou pour rendre hommage à mon frère, ou à ma soeur, ou à mon père qui est décédé, il m'avait toujours dit telle affaire, fait que je vais le faire à 100%, puis c'est une nouvelle réalité. Complètement. Et alors, juste avant et après, on termine. Comment est-ce que tu fais pour pouvoir, une personne qui a eu un accident au travail, qui n'était pas là du coup pendant 6 mois, imaginons, quel conseil tu donnerais à ceux qui disent, OK, bah maintenant, il faut qu'on le fasse revenir. Comment est-ce que tu accueilles cette personne-là qui n'a pas été là pendant longtemps? Oui. Ben, en fait, c'est sûr que si la personne est partie il y a longtemps, il faut garder un contact. Hein. Ça, là, c'est super important dans l'estime de soi de la personne, dans sa. Comment que. Tu sais, des fois, je trouve qu'elle va même peut-être guérir. Ben, là, je ne suis pas médecin. Là, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai le gestionnaire qui prend des nouvelles régulièrement de l'évolution, de comment ça va, est-ce que j'ai moins mal, est-ce que je m'améliore, est-ce que ma condition de santé s'améliore, ben tu sais, l'employé, elle va être contente, elle va sentir, OK, il y a quelqu'un qui se préoccupe de moi. Puis ça, là, on parle de santé mentale, ça fait toute la différence. Si la personne est partie 6 mois, puis pendant 6 mois, tu n'as pas parlé, puis là, demain matin, tu dis, OK, lundi matin à 8 heures, il faut que tu sois là. La personne, là, je vous garantis, là, la veille ou la semaine, peut-être, elle n'a pas dormi de toute la nuit. C'est sûr, 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 sûr. Elle va penser, ben, comment que les collègues de travail vont percevoir? Ils vont-tu percevoir que je suis partie en vacances? Puis, ils vont peut-être fâcher après moi parce que l'équipe était dans le jus puis je les ai laissés tomber. Tu sais, il peut y avoir beaucoup de questionnements. Puis, c'est pour ça que, tu sais, je dis toujours aux gestionnaires, ben, toute personne qui est en arrêt de travail, ben, un appel, tu sais, OK, tu as eu ton rendez-vous médical, puis comment ça s'est passé, puis tout. Puis il y a des gens qui vont dire, ah, tu sais, je pense que vraiment, j'ai vraiment hâte de venir. Puis là, après ça, c'est aussi de préparer les équipes de travail. Hey, gang, by the way, tu sais, je sais pas, Camille va super bien, puis tout, elle va revenir dans 2 semaines. Là, les gens vont être, tu sais, ils vont être contents, ils vont dire, OK, ils vont préparer aussi du travail en fonction des capacités de la personne quand elle va revenir. Donc, c'est vraiment de l'accompagner. Puis on voit aussi souvent les gens qui viennent en retour progressif, qui ne commencent pas avec 5 jours. Avec leur médecin, bien, ils peuvent établir qu'est-ce qui est le meilleur pour eux. Donc, il y a une préparation. Il ne faut pas que ça soit fait le lundi matin quand elle arrive. Je pense que c'est la pire des choses, là. De dire, OK. Non, c'est ça. Puis dépendamment de l'événement aussi, si elle s'est blessée, bien, durant son arrêt de travail, on peut l'appeler juste pour dire hey, by the way, tu t'es blessé à cause de telle ou telle affaire. Alors, on a mis en place ceci. Voici les mesures qu'on a mis en place. Là, les gens vont dire OK, ben, je ne me suis pas, entre guillemets, blessée pour rien. Ils ont pris des actions, puis des choses vont changer. Fait que, volet préparation, super important. Complètement. Mais merci beaucoup parce que ça clôture bien ce sujet. Mais avant de te laisser, Oui! j'ai une avant-dernière question que j'adore poser. Qu'est-ce qui te donne envie de te réveiller le matin? Moi, il y a plusieurs choses, mais si on garde l'aspect professionnel et tout ça, j'aime ça. Je me donne un défi personnel de transférer mes connaissances, mon savoir, mes expériences, de le partager. Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux partager mes expériences. Puis j'ai eu des mauvaises expériences que, tu sais, mes stratégies n'ont pas fonctionné. Puis il y en a d'autres stratégies qui ont mieux fonctionné. Puis moi, je veux aider les gens, en fait. Je veux que les gens se sentent soulagés. Puis des fois, là, les gens disent ah, Marie, je ne sais pas par où commencer, j'ai ça à faire. Puis
moi, je me dis, Colin, je veux que, tu sais, quand je sors de là, tu sais, la tonne de briques là, sur les épaules, là, ben, c'est que la personne peut respirer. C'est le mandat que je me donne, puis c'est ça qui me motive le matin de rencontrer des nouveaux employés, des nouveaux gestionnaires, puis de les aider, en fait, tu sais, pour qu'ils voient ça fun, la santé-sécurité. Je veux qu'ils voient ça de façon que ça soit positif, tu sais, qu'ils travaillent là-dedans, mais qu'ils ne voient pas ça comme une lourdeur, en fait. Puis quand que les gens, ben, je les vois évoluer puis continuer, ben moi, je suis, tu sais, j'ai un mandat récemment qui s'est terminé, puis j'ai vu cette organisation-là grandir avec les conseils que je leur donnais, puis là, ils sont autonomes, puis tu sais, ça va bien leur chose. Puis je disais, OK, je veux vraiment avoir de vos nouvelles dans un an, comment ça s'est passé. Puis, tu sais, pour moi, je dis, tu sais, je les ai aidés, puis moi, c'est ça qui me fait plaisir, Mais là. ça, c'est trop beau, tu sais, parce que tu vois vraiment comme l'accomplissement de ton travail. Tu sais pourquoi tu le fais, pourquoi tu mets toute cette énergie à Exact. ça, là, tu vois. Tu vois la finalité, donc Oui, quand tu je vois te la rejoins, mais juste complètement. Ah oui, ça, c'est très, très, très gratifiant. Puis, tu sais, je me dis tout le temps, my God, j'ai aidé une entreprise en santé et sécurité, il va y avoir moins d'accidents. Puis, tu sais, je garde aussi l'aspect, ben un jour, il va y avoir un jeune, un jour, ça va être mes enfants. Tu sais, c'est toute cette continuité-là que je fais comme, ben le matin, tu sais, ça vaut la peine de me lever puis d'aller faire ça. Puis des fois, c'est pas tout le temps rose, c'est pas toujours facile, c'est pas tout, tu sais, des fois, il y a des conditions que, oh, tu sais, c'est plus tough. Puis je me dis, il faut le faire pareil. Puis je me dis qu'à la fin, ça va donner quelque chose de le fun puis de beau. Ah, complètement. Et pour terminer ce podcast, Marie-Noël, j'aimerais savoir, est-ce que bah, toi qui aimes partager, justement, tu peux bah, nous partager une découverte récente? Alors, ça peut être un livre, un film, une chaîne YouTube, ce que tu veux, en fait, quelque chose qui t'a marqué, qui a eu un impact sur toi et que tu aimerais partager pour que la personne puisse aussi aller se renseigner là-dessus. Oh my God, dernièrement, qu'est-ce que j'ai découvert? Oh là là. Écoute, présentement, je lis beaucoup. Puis, il y a un des livres qui m'a, en fait, j'ai participé à un meeting dans un groupe d'entrepreneurs et on parle beaucoup de gestion de temps. Tu sais, même moi, là, je cours après mon temps. Puis quand je parle de santé et sécurité, les gens me disent souvent, j'ai pas le temps, Marie-Noël, comment je réussis pour tout faire ce que mes devoirs légaux en santé et sécurité, comment je réussis à le faire. Et j'ai lu un livre je me suis dit, my God, il faut que je le recommande à tous les gestionnaires qui se disent, j'ai pas le temps de le faire parce que X, Y raison. C'est même pas un livre de santé et sécurité. Par contre, je trouvais que ça s'imbriquait tellement bien. C'est sur la gestion de temps. Comment s'organiser, comment prioriser, qu'est-ce qui est le plus important, comment qu'on le fait. Puis moi, quand je l'ai lu, puis tu sais, il disait dans le livre, c'est que des fois, tu mets beaucoup d'énergie dans des choses qui n'ont pas de valeur ou qui ne donnent pas grand-chose. Puis j'ai fait comme, oh, 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 Marinelle, il faut que je me suis re-questionnée sur mes actions, sur quand je me lève le matin, ben, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui a le plus d'impact aussi. Et le livre, je l'ai juste en tête en anglais. Ah, je l'ai avec moi juste. Hey, Ah, je l'ai bien. avec moi. Écoute, ça s'appelle Avaler le crapaud. Ah. Et en anglais, c'est Eat That Frog. Et puis, l'auteur, c'est Brian Tracy. On m'a dit qu'il avait écrit plusieurs livres sur la gestion et tout ça. Et celle-là, ça se lit super bien. Tu vois, j'ai mis vraiment plein de Oui, petits. je vois, il y a plein de notes. J'ai souligné, là, tu le vois pas très bien, mais j'ai souligné plusieurs parties que je. Alors, est-ce que tu peux nous lire une phrase que tu as soulignée? Euh, Attends une seconde. Je vais ouvrir ça. Il y a une règle que j'ai soulignée qui dit ce qui compte, c'est la qualité du temps passé au travail et la quantité passée à la maison. C'est le mot qualité au travail. Tu sais, tantôt, là, on parlait là, des gens là, qui disent ah, OK, je ne peux pas prendre ma petite marche de 15 minutes parce que j'ai ici, ça. Mais je ne sais pas si à quel point la qualité, la concentration, le travail qu'ils le font donne beaucoup de résultats quand on est submergé, quand on est en train de se noyer, là, mais je ne suis pas certaine que c'est super efficace. Puis lui, dans ce livre-là, il recommande d'avoir des blocs horaires pour faire X, Y, Z
tâches pour vraiment que ta qualité, la concentration, qu'est-ce que tu vas faire pendant, mettons, ton 2 heures de bloc de travail, mais c'est 100% ça. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de LinkedIn, tout est fermé, puis on se concentre à faire ça. Puis après ça, ben c'est de prioriser aussi. Puis moi, je le dis aussi, des fois, les gens me disent, ben Marina, je suis trop occupée, j'ai pas le temps pour faire de la santé et sécurité. Puis des fois, je leur dis, ben montre-moi ton agenda, dis-moi ce que tu fais. Puis on va voir si ce que tu fais dans ton agenda à toutes les semaines est lié avec les objectifs d'en haut, de l'organisation. Si ton organisation a un objectif santé et sécurité X, Y, Z, ben là, après ça, c'est là où je vais les aider à les organiser. Puis ce livre-là, écoute, des fois, je tire carrément des bouts de ce livre-là, puis je les donne à ceux que je conseille. Fait que c'est un incontournable. Allez, c'était une révélation pour moi, autant dans ma vie personnelle que professionnelle. Ça donne un bon coup de pouce. Merci beaucoup, Marina. Je vais rajouter d'ailleurs le livre là dans les notes de l'épisode du podcast. Comme ça, les gens ils pourront le retrouver super facilement. Et enfin, si on souhaite échanger avec toi, te poser des questions, comment est-ce qu'on fait pour te contacter? En fait, vous pouvez aller sur ma page LinkedIn, Marie-Noël Coux. Vous allez voir, je fais plusieurs publications par semaine. J'ai aussi mon site internet, culturesst.com. J'ai des blogs à tous les mois et puis vous pouvez vous inscrire à l'infolette. Je donne, en fait, j'essaie vraiment de donner des conseils au quotidien pour les gestionnaires, les employés, ceux qui veulent œuvrer en santé et sécurité. Puis vous pouvez me faire un petit coucou, mon adresse, ma boîte courriel, mon adresse courriel en fait est sur ma page de culturesst.com. Ça va me faire plaisir si vous avez des questions santé et sécurité d'en parler avec vous. J'ai aussi une page Facebook de Culture SST, puis là on peut échanger, pas de problème. Ah super, merci beaucoup Marie-Noël. Merci pour ce moment de partage et puis à très bientôt. Voilà, c'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, des petites étoiles, etc. Ça m'aiderait à faire connaître davantage 5 à 7 RH. Sachez aussi que vous pouvez m'adresser des suggestions de sujets et d'améliorations que vous voudriez voir dans les prochains épisodes en écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5a7rh.com. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours. N'oubliez pas de penser prévention et de notre côté, on se retrouve dans 2 semaines. Ciao!